Est-ce que c'est possible de courir plus vite sur de plus longues distances sans t'épuiser? La réponse, c'est oui, et c'est pas une question de génétique ou de talent inné. C'est une question de méthode, tout simplement. Imagine pouvoir maintenir ton allure de 10K sur semi ou encore tenir ton allure de semi sur marathon et ainsi de suite, tu peux pas te les faire jusqu'au bout. Imagine ne plus être essoufflé au bout de quelques kilomètres, mais au contraire, être de plus en plus à l'aise sur de plus longues distances. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 principes scientifiquement prouvés qui m'ont aidé personnellement à passer de 3h26 à 2h55 sur marathon, à peu près une année, et qui ont transformé la course et aussi la vie de centaines de coureurs que j'ai accompagnés depuis tant d'années. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier principe est probablement le plus puissant, mais c'est aussi celui que 90% des coureurs négligent le plus. Le premier secret pour courir plus vite sur la durée, ça va être le volume d'entraînement, l'augmentation progressive du volume. Que ce soit en kilométrage ou en temps passé dans les baskets, c'est la base du progrès en endurance. Peu importe le sport, vélo, course à pied, natation et tout ce que tu veux. Il existe une règle d'or en course à pied, c'est de ne pas augmenter ton volume hebdomadaire de plus de 10% par rapport à la semaine passée. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin de s'adapter au stimulus que tu lui imposes. Si tu augmentes trop vite, tu risques tout simplement le surentraînement ou pire, la blessure. Mais ce qui va être vraiment crucial, c'est la qualité de ces kilomètres. Tu connais sûrement la fameuse règle du 80-20. 80% en aérobie, facile, et 20% d'intensité, donc de travail de qualité. Comment on définit cette zone facile, dite EF, qu'on entend partout, l'endurance fondamentale? C'est assez simple, fréquence cardiaque minimale, fréquence cardiaque maximale, tu fais le delta entre les deux, donc fréquence min 50, fréquence max 200 par exemple. Le delta est de 150, tu viens découper en 5 zones ce delta, puis tu as ta zone 1-2 qui sera l'endurance fondamentale. Ces kilomètres à basse intensité, c'est ce qu'on appelle chez les ricains le base building. C'est ce qui va te permettre d'avoir les fondations de la maison, tout simplement. Et sans fondation, on construit pas le toit, et il faut que tu comprennes que les fondations, c'est ton endurance, et la vitesse et le travail de puissance que tu vas mettre au-dessus, c'est le toit et tout ce qu'il y a derrière. Je vois beaucoup de coureurs, que ce soit du débutant, du novice, du confirmé, alors du pro non parce qu'ils sont bien entourés, qui négligent cette étape-là. C'est je veux faire de l'intensité, je veux faire de la VMA, je veux faire de la sortie longue avant même de s'être intéressé à leur zone. Alors au début ça marche, on progresse rapidement, on fait des grosses séances, on a l'impression de vraiment s'améliorer, on fait du 30-30, on fait du 1-1, on fait du travail de puissance, du seuil, SV1, SV2, on commence à comprendre les termes, puis très rapidement on se met à stagner, voire même à régresser, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là et qui ne se sont pas blessés en cours de route. Quand j'ai commencé à préparer mon premier marathon, donc en 3h26, j'ai fait l'erreur de courir tout le temps à allure marathon. Je ne savais pas ce qu'était le travail polarisé, c'est-à-dire le fameux 80-20, qui peut être 50-50, 30-70, peu importe, travail polarisé, vite et moins vite. Et je me suis mis à stagner et même à me brider. Et passer ce plafond de verre après a été un vrai calvaire pour moi. Pour mon second marathon, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis formé, après j'ai passé des diplômes pour pouvoir coacher les athlètes. Et j'ai gagné presque 23 minutes sur mon second marathon, que j'ai fait en 3h et 3 minutes. Bref, pour résumer, une augmentation progressive du volume et un travail polarisé, 80-20 pour pas se prendre la tête au début. Le deuxième secret, vous l'aurez deviné, c'est la nutrition et l'hydratation. C'est un aspect que beaucoup de coureurs novices, intermédiaires, voire même encore professionnels négligent énormément et qui fait pourtant toute la différence. En tant que coureur d'endurance, les glucides sont vos meilleurs amis. Pourquoi? Parce que c'est la source directe d'énergie que ton corps va venir puiser pendant un effort. Je le dis souvent, je le répète, l'exemple que j'ai le plus simple, c'est l'entraînement et la nutrition. C'est comme une Ferrari. Tu peux avoir la plus belle des cylindrées, tu peux avoir un beau V12, si tu mets pas d'essence dedans, ça n'avance pas. C'est la même chose à l'entraînement et plus les distances sont longues, plus il va falloir faire un effort sur la nutrition. Pour en revenir à nos glucides, la majorité des coureurs n'en consomment pas assez, ou en tout cas pas au bon moment. Ils partent en sortie longue avec des réserves de glycogène à moitié vides et s'étonnent de toucher le fameux mur du marathon au bout de 15-20 km. Pour optimiser tes performances, tu dois faire en sorte de toujours avoir ces réserves de glucides au maximum, en tout cas avant tes grosses sorties ou tes compétitions, type semi-marathon, marathon, 100 bornes et au-delà. En fonction de l'entraînement ou de la compétition, on peut augmenter ses réserves 24, 48, voire 72 heures avant la compétition. Ça, c'est vraiment pour des cas extrêmes, avant du long et quand le corps est déjà habitué. Sinon, 24 heures, 48 heures suffisent amplement. Ça, c'était la nutrition avant l'entraînement. Pendant, tu dois aussi veiller à avoir un apport, en tout cas pendant les séances qui durent plus d'1 heure. Pourquoi? Parce que ton corps crame de l'énergie, crame des glucides et que tu dois en apporter constamment, même sur un entraînement d'1 heure. Pourquoi? Parce que si sur un entraînement d'1 heure, tu ne rajoutes pas des glucides au fur et à mesure, tu vas taper dans les réserves. Et après, effet boule de neige sur l'entraînement du lendemain et du surlendemain et tu vas taper dans tes réserves tout le temps. Être fatigué, taper dans les muscles et c'est pas le but. Donc, toujours veiller à ce que les réserves de glucides soient maintenues à bon niveau. Pour les sorties de plus d'1 heure, tu devrais consommer entre 30 et 60 grammes de glucides en fonction de l'effort et de ton niveau. Alors, ne parlez pas d'un Vincent Louis, par exemple, qui va pouvoir pousser jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. On parle de 20 ans de triathlon en pro et surtout une alimentation et un entraînement
poussé à son paroxysme. Quelqu'un de normal va être entre 40, 60, voire 70 grammes de glucides par heure. Pour moi, je sais que sur du très long, je peux pousser jusqu'à 80 grammes par heure parce que j'ai fait les tests à l'entraînement. Mais c'est pas tout le monde, et encore 80 grammes, c'est pas énorme par rapport aux gros triathlètes qui sont sur le circuit actuellement. L'hydratation va de pair avec la nutrition. La déshydratation, même légère, peut vraiment considérablement toucher à tes performances. Une perte de seulement 2% de ton poids corporel peut entraîner des contre-performances jusqu'à 20%. La quantité d'eau et d'électrolytes dont tu as besoin sur un effort dépend de plein de facteurs, ton poids, la température, tes efforts, ton objectif, ça dépend de plein de choses et ça va différer en fonction des personnes. Mon conseil, sans aller en laboratoire comme les professionnels, c'est de commencer à boire 500 ml d'eau par heure et vérifier ses urines si elles ne sont pas trop foncées et voir comment on se sent, si on a soif ou non. Dans mon cas, j'ai longtemps négligé l'hydratation pendant mes sorties. Je pouvais faire des sorties de 2 heures avec une gourde de 250 ml et je me demandais pourquoi je finissais épuisé ou parfois je finissais pas épuisé. Par contre, les 2 jours derrière, j'étais complètement KO. Aujourd'hui, je porte systématiquement une gourde flasque de 500 ml sur une sortie de plus d'une heure et demie ou alors je suis assisté par quelqu'un qui me délivrera de l'eau ou des électrolytes. Donc, glucides, nutrition d'un côté, hydratation de l'autre. Le troisième secret, c'est d'intégrer des séances de vitesse stratégiquement dans ta programmation, dans ta semaine. Attention, je parle pas de sprinter à chaque séance, je parle d'intégrer des séances de seuil, de VMA en fonction de tes récup, de ton planning, de tes endurances fondamentales. Dans ma programmation, j'alterne souvent entre 2 types de séances de vitesse, les séances au seuil lactique et les séances à vitesse critique. Le fameux SV1 et la fameuse VMA. Les séances au seuil lactique, c'est une vitesse à laquelle le lactate commence à s'accumuler dans ton sang, mais que ça reste gestionnable. C'est typiquement une intensité que tu pourrais maintenir pendant 1 heure sur une compétition. Alors 1 heure, c'est beaucoup, on parle souvent de 20 minutes à 1 heure, ça dépend comment tu sais exploiter ta résistance à la douleur. Un exemple de sortie en SV1, 3 fois 10 minutes, allure semi-marathon. Typiquement, avec une petite récupération, ce qui te permettra d'exploiter de la vitesse avec peu de récup et le jour J, tu pourras mettre ça en place. Les séances à vitesse critique, c'est une douleur, enfin en tout cas un effort que tu peux garder sur une beaucoup plus courte distance, mais qui reste quand même du seuil, avant le lactate qui vient se mettre dans ton sang et s'accumuler, c'est-à-dire que tu pourras rester 10, 20, voire 30 minutes à cette vitesse. Par exemple, le fameux 6 x 3 minutes, 8 x 3 minutes, 10 x 3 minutes, avec 2 minutes de récupération et tout ça à vitesse 5, voire 10 km. L'erreur que font beaucoup de coureurs, c'est confondre à fond les ballons avec séance d'intensité. Ils préfèrent aller à fond, se dire je vais plus vite que l'objectif, ne pas finir la séance ou en tout cas la finir en PLS total et ne pas pouvoir faire les séances du lendemain, du surlendemain et du reste de la semaine et d'être en effet boule de neige, accumuler de la fatigue au mieux et au pire se blesser très rapidement. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je suis au lit en train de me faire masser et 10 étant je suis en train de vomir mes tripes sur une course que je compte abandonner, l'effort devrait se situer entre 7 et 8. C'est un effort constant qui est compliqué mais qui ne te pousse pas à te mettre en PLS sur le côté de la route. L'adaptation que tu recherches sur ces séances, c'est apprendre au corps à gérer le lactate au mieux, à repousser son accumulation le plus loin possible. Quand tu prends l'habitude de courir à ces intensités, ton corps prend l'habitude d'éliminer ce lactate beaucoup plus vite, ce qui te permet logiquement de maintenir ses allures plus longtemps. J'ai vu des coureurs gagner 5, 10, 15 minutes sur des PR déjà assez gros, 1h40, 1h45, en intégrant simplement des séances de seuil dans leur entraînement une fois par semaine. Et ce pendant 8 à 10 semaines, durée d'une prépa semi-marathon environ. Quatrième secret, c'est d'optimiser ta composition corporelle en fonction de ton objectif. Je ne parle pas de régime drastique ou de perdre absolument du poids à tout prix. Je parle simplement d'avoir une approche nutritionnelle cohérente par rapport à ton objectif actuel. Quand j'ai commencé la course à pied, je pesais 84 kg pour 1m79. Je ne pensais qu'à la force brute pour pouvoir optimiser mon judo, mais j'ai compris très rapidement que chaque kilo en course à pied était un handicap. D'ailleurs, je te laisse prendre un sac et mettre une dizaine de kilos dedans et aller courir avec. C'est exactement la même chose quand tu as du gras en trop ou du muscle inutile en trop. Au fil des années, au fil de la pratique, au fil de l'apprentissage, j'ai optimisé cette composition corporelle pour l'adapter à ma pratique actuelle qui était le triathlon et la course à pied et j'ai gagné un temps vraiment très précieux. Et ça, ce n'était pas un régime drastique, c'était quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. J'ai mis 5 ans avant d'avoir une carrure plutôt comme ça que comme ça. Là, on me voit avec 15 kilos en moins par rapport à il y a 5 ans. Et j'avais pas un pet de graisse. Mais concrètement, comment optimiser ta composition corporelle pour la course à pied, pour ton objectif plus ou moins long? Premièrement, assure-toi de consommer assez de protéines, environ 1,6 jusqu'à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. C'est la base pour récupérer de manière sereine, pérenne et efficacement au niveau des muscles.
Les protéines alimentent les muscles. Deuxièmement, adapte ta consommation de glucides par rapport à ton volume d'entraînement. Quelqu'un qui s'entraîne 5 heures par semaine ne mangera pas la même chose que quelqu'un qui s'entraîne 25 heures par semaine. Les jours où tu fais des séances d'intensité ou des séances plus longues ou un double entraînement, tu adaptes ta consommation de glucides. Forcément, tu en mangeras plus pour pallier à ces séances. Et à contrario, les jours de repos ou de séances vraiment très soft, tu peux réduire ta consommation de glucides. Troisièmement, n'aie pas peur de manger des graisses saines. Elles sont primordiales pour ta production d'hormones, mais aussi l'absorption de certaines vitamines. Privilégie les sources comme l'avocat, les noix, le cajou, etc. L'erreur que je vois souvent, c'est des choses qu'on me demande très souvent. Est-ce que je peux perdre du poids? Est-ce que je peux allier une perte de poids et en même temps faire un marathon? Oui et non. Ce sont des coureurs qui réduisent drastiquement leur rapport calorique pour perdre du poids rapidement. Résultat, ils perdent de la masse musculaire, leur récupération est compromise et leur performance chute malgré un poids plus faible. L'approche que je recommande pour les coureurs qui souhaitent perdre du poids tout en ayant un objectif d'endurance pour avoir une forme physique meilleure et plus adéquate à leur objectif est la suivante. Créer un léger déficit calorique, 200 à 400 kcal par jour maximum. Cette approche m'a permis de perdre presque 15 kg sur de longues années. On ne parle pas de ça sur 3 mois, ni 6, ni 1 an. J'ai perdu 15 kilos sur presque 5 ans. Ce n'était pas un régime, mais un changement de mode de vie en fonction, tout simplement, de mes nouveaux objectifs. Je ne partais pas avec le même régime quand j'étais au judo et que je devais combattre 5 minutes que lorsque je devais partir sur un Ironman qui allait durer à peu près 10 heures. Et le 5e secret, sûrement le plus important, endurer le processus. L'endurance ne se construit pas en quelques semaines ni en quelques mois. C'est un travail de longue haleine qui demande patience, constance et persévérance et plein d'autres trucs en anse aussi. J'ai discuté avec un trailer, enfin un ultra trailer il y a quelques jours qui sortait de la Tor des Géants. Donc, la Tor des Géants, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 300 km dans les montagnes avec presque 25 000 de dénivelé positif. Donc je lui ai demandé comment il pouvait tenir de distances si longues. Sa réponse était très simple, c'était l'endurance. Mais il ne parlait pas uniquement de l'endurance physique. C'est l'endurance mentale, mais aussi la capacité à rester engagé sur de nombreux mois, de nombreuses années et de toujours travailler pour atteindre ses objectifs. C'est une sorte de résistance à l'effort. L'endurance, c'est accepter que les progrès ne soient pas linéaires. C'est accepter de continuer quand on ne voit pas les progrès immédiats. C'est comprendre que chaque sortie, aussi petite soit-elle, contribue, met sa pierre à l'édifice dans ce processus d'endurance. Je vois beaucoup de coureurs qui se découragent ou même qui abandonnent au bout de quelques semaines, quelques mois parce qu'ils ne voient pas de progrès immédiat. Mais l'endurance ne fonctionne pas comme ça. C'est purement de la physiologie, de la médecine, certains le diront. Les adaptations les plus profondes mais aussi les plus durables sont celles qui prennent tout simplement le plus de temps. Quand je regarde mon parcours, je ne vois pas de transformation radicale d'une semaine à l'autre, ni d'un mois à l'autre, ni même d'une année à l'autre. Et quand je regarde il y a 5 ans et aujourd'hui, la différence est juste monstrueuse. Je suis passé de 3h28 à 2h55 sur marathon, d'un semi en 1h34 à 1h18 et d'un 10K en 49 minutes à 36 minutes. Ces progrès ne sont pas le résultat d'un miracle ou d'une pilule magique, non. Ils sont le fruit d'années d'entraînement constant, de petites améliorations qui, mises bout à bout, ont fait toute la différence. Si tu veux vraiment progresser en endurance, prépare-toi à endurer le processus. Accepte que les résultats prennent du temps. Célèbre les petites victoires et surtout reste constant dans ton engagement. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ça fait phrase bateau, mais c'est hyper important. Voilà, tu connais les 5 secrets pour courir plus vite, plus longtemps et surtout d'une manière durable. Les principes ont transformé ma course à pied, mais celle aussi de centaines de coureurs que j'ai accompagnés depuis 3 ans. Ils ne sont pas compliqués, mais ça demande de la discipline, surtout de la constance. Si tu veux aller plus loin pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour mettre en pratique tous ces principes, j'ai déjà créé un programme de coaching sur mesure, le club Pacer On, que certains connaissent déjà, qui a déjà aidé des centaines de coureurs à atteindre leurs objectifs. Nous sommes actuellement 80 athlètes actifs au sein du club, qu'il s'agisse de courir ton premier 10 km ou d'aller taper un méga chrono sur marathon. Le club est composé à 75% d'athlètes novices. Clique sur le lien en description pour en savoir plus et pour rejoindre peut-être toi aussi les rangs de Pacer On. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao!